Lundi 28 octobre 2019, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans le 1245 de BB24. Des erreurs médicales, beaucoup en parlent à tort ou à raison, bien que ce soit la troisième cause de décès après les maladies du cœur et le cancer. Elles sont très souvent le fait d'un mauvais diagnostic ou d'une mauvaise qualité des soins. Vous avez envie d'investir dans la terre mais avez des difficultés pour accéder au financement. Dans cette édition, nous vous dévoilerons les mécanismes pour y arriver. C'est un style vestimentaire en vogue actuellement. Le destroy se porte aisément par les jeunes et même les adultes. Mais ce style fait-il l'unanimité? Réaction à suivre de quelques vendeuses et passionnés de la mode. Les erreurs médicales constituent la troisième cause de décès dans le monde après les maladies du cœur et le cancer. Et selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé, dans 7 pays développés, un patient hospitalisé sur 300 décède des suites d'erreurs médicales, soit près de 500 000 décès par an dans le monde. Des chiffres alarmants qui sont soit la conséquence de la mauvaise qualité des soins, soit de l'excès de confiance dans le diagnostic ou encore d'un manque de personnel médical et infirmier. Que comprendre par erreur médicale? La réponse dans ce reportage. Il n'est plus rare d'entendre qu'un individu porte un handicap à vie ou passe de vie à trépas à cause d'une erreur médicale. Une erreur médicale telle que c'est formulé, c'est tout ce que vous commettez et qui n'est pas conforme à la norme. La caractéristique en milieu de santé, c'est que quand on commet l'erreur à la santé, on meurt ou la victime porte des séquelles indélébiles. Juste les moyens qui manquent ou que la conscience professionnelle fasse défaut et l'irrécupérable est fait. Un agent de santé a une obligation, non seulement de résultats, mais une obligation totale de moyens, comme on l'avait connu avant. Les cas sont légion. Parfois, l'erreur médicale advient par la cupidité de l'agent de santé ou par intention de nuire. Le cas d'une dame, elle s'appelle... Bon, l'émotion me prend, je continue. Cette dame dont je parle, la grossesse n'est pas arrivée encore à terme. Et dans une clinique privée, dans ce Cotonou, on décide de faire une intervention chirurgicale parce que l'intervention chirurgicale va rapporter plus à cette clinique que si on attendait le délai de 9 mois pour qu'elle accouche naturellement. On a enclenché une intervention chirurgicale précocement. Mais pendant l'opération, on s'est rendu compte qu'il y a un instrument qu'on n'a pas dans sa boîte à instruments. On a laissé le malade dont le ventre est déjà ouvert là pour aller chercher l'instrument au dehors. Et quand on est revenu avec l'instrument, l'oxygène a fait défaut, mais on n'a pas assez d'oxygène. On est ressorti une deuxième fois au cours d'une intervention pour aller chercher l'oxygène chez un autre collègue. Cette dame qui est morte, dans ces conditions-là, ce n'est pas bien. Ce qui est pire par rapport à ce que nous disons là, c'est la dangerosité de l'homme béninois. Dans son cœur noir, il remplit les églises, il remplit les mosquées, il donne l'impression qu'il a l'amour du prochain, alors qu'en réalité c'est faux. Ce que je dis là, et que vous écoutez là, c'est ça qui a fait que moi je porte une prothèse aujourd'hui à mon pied gauche. Même si hier les lois n'étaient pas applicables, aujourd'hui il y a espoir. Toute faute commise répond à des actes de sanction donnés. Mais aucune de ces dispositions n'est opérationnelle. Aujourd'hui, je suis heureux d'écouter le ministre de la Santé actuel que désormais les fautes ne sont plus impunies. Je dis Inch'Allah. Il n'est donc pas difficile de lutter contre l'erreur médicale. Il faut travailler en équipe. Aujourd'hui, les individualités ont poussé des hommes et des femmes à vouloir travailler seuls. Non. Il faut importer la médecine avec les habitudes du pays qui a découvert la médecine. C'est l'Europe, l'Asie, l'Amérique et consorts. Nous avons notre médecine qui est médecine traditionnelle. Et notre médecine traditionnelle a ses règles et ses principes. La médecine est un métier si noble qu'on ne peut l'embrasser sans chercher à hériter du cœur du Créateur.
Au Bénin, les jeunes constituent une chaîne importante dans le domaine agricole, mais très souvent l'accès au financement et à la terre cause d'énormes difficultés. Quels sont donc les différents mécanismes pour permettre aux jeunes d'avoir accès au financement et à la terre? Djibril Azonsi est ingénieur agroéconomiste. Il en parle au micro de Michel Elegbe et Lazare Miga. Pour ce qui concerne l'accès au financement, pour le secteur agricole, je dirais c'est une réalité seulement que ça varie d'un cas à un autre. Il y a 3 mécanismes d'accès au financement. Le tout premier, c'est beaucoup plus les subventions mises en place, soit par l'État, soit par le biais des projets-programmes qui sont pilotés par les partenaires au développement. Alors pour ce qui concerne ces subventions, c'est généralement soit sous forme de crédit équipement, de crédit intrant, de crédit semences et autres. Parfois même ça va jusqu'à de l'argent frais. Ça c'est le premier mécanisme de financement du secteur agricole. Le second mécanisme de financement du secteur agricole, je dirais c'est beaucoup plus des fonds de garantie qui sont mis en place, soit aussi par l'État, soit par les projets-programmes comme je l'ai dit tout à l'heure, mais auprès des structures de microfinance qui à leur tour mettent maintenant en place des crédits suivant la demande auprès des producteurs, auprès des coopératives et autres. Le dernier cas, c'est des crédits qui sont négociés directement entre les producteurs et les structures de microfinance. Pour ce qui est de l'accès aux terres des jeunes pour le développement de leur activité, je dirais que c'est un peu mitigé. C'est un peu mitigé, c'est souvent pas facile. En tout cas pour ce qui est de l'écho que nous avons du terrain, les gens ont toujours eu certaine réticence à mettre la terre à la disposition des jeunes parce qu'ils se disent, bon, les jeunes n'ont pas assez de garanties, les jeunes ont ci, les jeunes ont ça. C'est vrai dans une certaine mesure, mais je crois qu'il va falloir qu'on dépasse ces préjugés, qu'on dépasse cette manière de voir les choses et qu'on fasse désormais confiance aux jeunes parce que qu'on le veuille ou non, les années à venir, c'est beaucoup plus eux qui sont les adultes de demain. Donc moi je préconise beaucoup plus qu'on puisse mettre en place un cadre, genre pour les encadrer un peu dans tout ce qui se fera, puisque l'avenir doit se construire avec eux et non sans eux. Tous les acteurs qui interviennent dans le secteur agricole n'auront pas d'autre choix que de composer avec les jeunes. Donc l'accès à la terre pour ces jeunes doit être facilité pour que demain tout le monde puisse en jouir. Parlons maintenant mode. Autrefois porté par les bad boys, le destroy a tôt fait de devenir un style vestimentaire pour les jeunes. Encore appelé crazy jean ou jean déchiré, le destroy est vendu aujourd'hui dans tous les lieux de vente des articles de mode, dépravation ou effet de mode. Marie Bonaventure Kodja et Perspective Tossa se sont rendus à Misebo pour mieux comprendre, suivant le reportage. Le marché Misebo est le temple du destroy, crazy jeans ou encore appelé jean déchiré par endroits. C'est un style qui consiste à donner aux vêtements un aspect reprisé ou abîmé. Ici, on retrouve toutes les variétés de destroy et chaque destroy a sa philosophie. Il y a les destroy à Zangang, il y a les destroy Chakiti Gang, il y a les destroy Zeda Asaji, il y a les destroy Jodoam et il y a aussi les destroy Badjem. Aujourd'hui, on voit que tout le monde porte destroy, même les vieux portent destroy aujourd'hui. Alors nous parlons, même les vieux, on porte ça pour aller à des manifestations, au mariage, que ce soit concert des artistes, mariage, réception, baptême, anniversaire, partout on porte des destroy pour aller. Il suffit de porter un destroy responsable. Un destroy responsable, pour le maître, il n'y a pas d'âge, mais c'est une affaire de goût. Et tout vêtement peut être transformé en destroy. On peut faire des agbada et bomba destroy, même déchirer les casquettes et les poches. Quand tu portes ça, tout le monde sait que bon, toi aussi tu es stylé, tu as la mode, voilà, donc c'est tendance. Cette tendance, à l'origine, le jean destroy était la propriété des bad boys. Il a fait son entrée dans la mode durant les années 80 avec le mouvement punk, puis est devenu un incontournable de la mode grunge quelques années plus tard. Cependant, il n'est pas approuvé à l'unanimité. Si mes enfants portent ce genre de jeans, dehors, les gens diront que je les ai mal éduqués. Moi, je pense que bon, il faut des
occasions pour porter. Par exemple, peut-être pour aller à la plage, tu peux porter. Mais porter ça, sortir, aller à l'église, ça ne reflète pas trop une bonne image de nous-mêmes. Si tu es quelque part ou bien il y a braquage, c'est toi qu'on va d'abord accuser. On a une pensée négative d'eux. Ces pensées négatives que peuvent avoir certains n'empêchent pas d'autres d'accentuer les déchirures. Les jeans sont donc lacérés à l'achat ou subissent des transformations par les clients eux-mêmes. Au marché, le client est roi. D'autres viennent et disent « Déchirez-nous ce jean comme ceci, comme cela ». On exécute. Quand c'est trop osé, on refuse. Ça, maintenant, ça, c'est un destroy simple. D'autres veulent plus déchirer et on le fait. Les destroys les plus reconnaissables sont ceux qui laissent voir la peau. Autrefois portés par les artistes sur les podiums, ils sont aujourd'hui en vogue. Enfants, jeunes et adultes d'une certaine classe en raffolent. Mais tout dépend du niveau de la déchirure. Information hors du Bénin au Cameroun, le Trésor public a remboursé plus de 48 milliards de francs CFA sur l'emprunt obligataire lancé en 2016 pour une maturité de 5 ans. Cette enveloppe de remboursement en forte hausse cette année était seulement de 9 milliards de francs CFA en octobre 2017 selon les pointages de la Caisse autonome d'amortissement, le gérant de la dette publique au Cameroun. Quatrième emprunt obligataire de l'histoire des finances publiques camerounaises, l'emprunt avait été souscrit à 115,43% par les investisseurs. Cet appel public à l'épargne a permis de financer partiellement des projets dans les domaines des infrastructures routières, de l'approvisionnement en eau potable et de l'électrification. En Afrique du Sud, l'industrie des agrumes pourrait tirer le meilleur parti du marché britannique grâce au Brexit. Après sa séparation de l'Union européenne, le marché britannique devrait s'affranchir des nombreuses régulations du bloc économique, notamment celles relatives à la maladie des taches noires des agrumes. Ainsi, la situation post-Brexit sera plus favorable pour le sous-secteur qui devrait profiter de l'élimination des barrières commerciales pour accroître ses volumes disponibles sur le marché et être bien plus compétitif qu'il ne l'a été jusqu'à présent. Actuellement, le Royaume-Uni est la seconde plus importante destination européenne pour les exportations agricoles sud-africaines. L'Afrique du Sud est le second exportateur mondial d'agrumes derrière l'Espagne. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.